Imaginez un instant que vous tenez dans votre main un faisceau de lumière. Pas n'importe quelle lumière, mais un rayon gamma, une particule de lumière si énergétique, si puissante, qu'elle porte en elle le secret le plus extraordinaire de l'univers. Ce secret, c'est la capacité de créer de la matière à partir de rien d'autre que de l'énergie pure. Oui, vous avez bien entendu. Un simple photon, ou d'une particule sans masse voyageant à la vitesse de la lumière, peut littéralement donner naissance à deux particules de matière, un électron et un positron. L'un est fait de matière ordinaire, l'autre d'antimatière. Et cette transformation, cette alchimie cosmique, porte un nom, la production de paires. C'est l'un des phénomènes les plus fascinants, les plus profonds et les plus révélateurs de toute la physique moderne. Et aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans les profondeurs de ce mystère, couche par couche, angle par angle, depuis les fondements les plus élémentaires jusqu'aux implications les plus vertigineuses pour notre compréhension de la réalité elle-même. Mais avant de commencer ce voyage extraordinaire, laissez-moi vous poser quelques questions qui vont peut-être vous empêcher de dormir cette nuit. Comment est-il possible que quelque chose sans masse puisse créer quelque chose avec masse? C'est si la lumière n'a pas de masse, d'où vient la masse de l'électron et du positron? Et pourquoi faut-il absolument un noyau atomique à proximité pour que cette transformation se produise? Pourquoi un photon seul, dans le vide absolu de l'espace, ne peut-il pas simplement se transformer en matière? Et voici peut-être la question la plus troublante de toutes. Si chaque fois que de la matière est créée, de l'antimatière est créée en quantité exactement égale, alors pourquoi l'univers dans lequel nous vivons est-il fait presque exclusivement de matière? Où est passée toute l'antimatière? Ces questions ne sont pas de simples curiosités intellectuelles. Elles touchent au fondement même de notre existence, à la raison pour laquelle il y a quelque chose plutôt que rien, à la nature ultime de la réalité. Et maintenant, quelques faits qui vont vous donner le vertige. En ce moment même, à chaque seconde qui passe, la production de paires se produit des milliards de fois dans les accélérateurs de particules du monde entier. Elle se produit dans les champs magnétiques intenses des étoiles à neutrons. Elle se produit près des trous noirs, où la gravité est si intense que l'espace-temps lui-même est déformé au-delà de toute imagination. Et le plus incroyable, c'est qu'elle se produit même dans les orages terrestres. Oui, et les éclairs dans notre propre atmosphère sont suffisamment énergétiques pour créer de l'antimatière. Chaque fois qu'un orage gronde au-dessus de votre tête, des positrons, des particules d'antimatière, sont créés dans le ciel. Et voici un autre fait qui défie l'entendement. Le positron, cette particule d'antimatière jumelle de l'électron, a été prédit mathématiquement avant même d'être découvert. Un jeune physicien de 25 ans nommé Paul Dirac, en résolvant une équation qui combinait la mécanique quantique et la relativité restreinte, a découvert que les mathématiques exigeaient l'existence d'une particule exactement identique à l'électron, mais avec une charge électrique opposée. Et 4 ans plus tard, cette particule a été trouvée exactement comme les mathématiques l'avaient prédit. C'est l'un des triomphes les plus spectaculaires de la physique théorique dans toute l'histoire de la science. Et si vous pensez que l'antimatière est quelque chose de rare,
d'exotique, quelque chose qui n'existe que dans les laboratoires de physique ou dans les films de science-fiction. Détrompez-vous. L'antimatière est utilisée tous les jours dans les hôpitaux du monde entier. La tomographie par émission de positrons, plus connue sous le nom de TEP ou PET, scan en anglais, est une technique d'imagerie médicale qui utilise des positrons, de l'antimatière, pour détecter des cancers, étudier le fonctionnement du cerveau et diagnostiquer des maladies cardiaques. Chaque fois qu'un patient passe un PET scan, de l'antimatière est créée à l'intérieur de son corps. Et quand cette antimatière rencontre la matière ordinaire, les deux s'annihilent en produisant des rayons gamma que les détecteurs captent pour construire une image tridimensionnelle. C'est de la physique des particules appliquée à la médecine, et cela sauve des millions de vies chaque année. Et si vous êtes le genre de personne qui reste éveillée la nuit en se demandant comment l'univers fonctionne réellement, si vous êtes fasciné par les mystères les plus profonds de la nature, alors vous êtes exactement au bon endroit. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification et à laisser un commentaire pour me dire « Saviez-vous que la lumière pouvait créer de la matière ?» Je suis curieux de savoir combien d'entre vous connaissaient déjà ce phénomène extraordinaire. Et maintenant, plongeons dans le vif du sujet. Pour comprendre véritablement la production de Père, nous devons d'abord comprendre ce qu'est la lumière. Et cette question, aussi simple qu'elle puisse paraître, a tourmenté les plus grands esprits de l'humanité pendant des siècles. La nature de la lumière est l'une des questions les plus anciennes et les plus profondes de toute la physique. Elle a été débattue, contestée et réinventée et révolutionnée à maintes reprises au cours de l'histoire des sciences. Commençons par le début. Au XVIIe siècle, deux géants de la science proposaient des théories radicalement différentes sur la nature de la lumière. D'un côté, Isaac Newton, peut-être le plus grand scientifique de tous les temps, soutenait que la lumière était composée de minuscules particules qu'il appelait des corpuscules. Selon Newton, ces corpuscules voyageaient en ligne droite depuis leur source. On rebondissait sur les surfaces comme des balles de billard et expliquait pourquoi la lumière projetait des ombres nettes et se comportait de manière prévisible. De l'autre côté, le physicien néerlandais Christian Huygens proposait une théorie ondulatoire. Selon Huygens, la lumière n'était pas faite de particules, mais d'ondes, semblables aux vagues qui se propagent à la surface de l'eau. Ces ondes se propageaient à travers un milieu hypothétique appelé l'éther. Et cette théorie expliquait élégamment des phénomènes comme la réfraction et la diffraction. Pendant longtemps, la théorie corpusculaire de Newton domina, en grande partie grâce à l'immense prestige de son auteur. Mais au début du XIXe siècle, un jeune médecin et physicien anglais nommé Thomas Young réalisa une expérience qui allait changer le cours de l'histoire de la physique. L'expérience de la double fente de Young est si simple dans sa conception et si profonde dans ses implications qu'elle est souvent considérée comme l'une des plus belles expériences de toute la science. Young fit passer un faisceau de lumière à travers deux fentes étroites pratiquées dans un écran opaque. Si la lumière était faite de particules, comme le soutenait Newton, on aurait dû observer deux bandes lumineuses sur l'écran placé derrière les fentes, correspondant aux deux ouvertures. Mais ce n'est pas du tout ce que Young observa. Au lieu de deux bandes, il vit une série de bandes alternativement lumineuses et sombres, un motif d'interférence caractéristique des ondes.
C'était la preuve irréfutable que la lumière se comportait comme une onde. Les crêtes des ondes passant par les deux fentes se renforçaient mutuellement quand elles se rencontraient en phase, créant des bandes lumineuses, et s'annulaient mutuellement quand elles se rencontraient en opposition de phase. C'est créant des bandes sombres. Ce motif d'interférence ne pouvait s'expliquer que par la nature ondulatoire de la lumière. Cette découverte fut confirmée et approfondie au cours du XIXe siècle par les travaux magistraux de James Clerk Maxwell. Maxwell unifia l'électricité et le magnétisme en une seule théorie, l'électromagnétisme, et montra que la lumière n'était rien d'autre qu'une onde électromagnétique. Ces équations, les célèbres équations de Maxwell, Elle y prédisait l'existence d'ondes électromagnétiques se propageant à une vitesse bien déterminée, et cette vitesse correspondait exactement à la vitesse de la lumière mesurée expérimentalement. C'était un triomphe extraordinaire de la physique théorique. La lumière était une onde électromagnétique, un tremblement auto-entretenu des champs électriques et magnétiques se propageant à travers l'espace. Et cette théorie expliquait magnifiquement tous les phénomènes optiques connus. La réfraction, la diffraction, l'interférence, la polarisation. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Au tournant du XXe siècle, un problème troublant émergea. Quand on éclairait une surface métallique avec de la lumière ultraviolette, des électrons étaient éjectés de la surface. Ce phénomène, appelé l'effet photoélectrique, semblait parfaitement normal à première vue. Mais les détails de cet effet étaient profondément troublants. Selon la théorie ondulatoire, l'énergie des électrons éjectés aurait dû dépendre de l'intensité de la lumière. Plus la lumière était intense, plus l'onde était puissante, et plus les électrons auraient dû être énergétiques. Mais ce n'est pas ce qu'on observait. L'énergie des électrons éjectés ne dépendait pas de l'intensité de la lumière, mais de sa fréquence, c'est-à-dire de sa couleur. Une lumière ultraviolette faible éjectait des électrons plus énergétiques qu'une lumière rouge intense. Et en dessous d'une certaine fréquence seuil, aucun électron n'était éjecté, quelle que soit l'intensité de la lumière. La théorie ondulatoire ne pouvait pas expliquer ces observations. C'est alors qu'un jeune physicien travaillant au bureau des brevets de Berne, en Suisse, proposa une explication révolutionnaire. En 1905, Albert Einstein publia un article dans lequel il suggérait que la lumière n'était pas simplement une onde continue, mais qu'elle était constituée de paquets discrets d'énergie qu'il appela des quanta de lumière et que nous appelons aujourd'hui des photons. Chaque photon portait une quantité d'énergie bien déterminée, proportionnelle à la fréquence de la lumière, selon la relation E égale H fois F, où E est l'énergie du photon, F est la fréquence de la lumière, et H est la constante de Planck. Est une constante fondamentale de la nature, dont la valeur est d'environ 6,626 fois 10 puissance, moins 34 joules secondes. Cette constante, introduite quelques années plus tôt par Max Planck dans un contexte différent, est l'une des constantes les plus fondamentales de toute la physique. Elle fixe l'échelle du monde quantique et apparaît dans pratiquement toutes les équations de la mécanique quantique. Avec cette idée brillante, Einstein expliquait parfaitement l'effet photoélectrique. Un photon unique frappe un électron de la surface métallique et lui transfère toute son énergie. Si cette énergie est supérieure à l'énergie de liaison de l'électron dans le métal, l'électron est éjecté.
L'énergie de l'électron éjecté dépend de l'énergie du photon, qui dépend de la fréquence de la lumière. C'est pour cette explication de l'effet photoélectrique, et non pour la relativité, Einstein reçut le prix Nobel de physique en 1921. Et c'est cette découverte qui marqua le début de la révolution quantique, l'une des plus grandes révolutions intellectuelles de toute l'histoire humaine. Mais voici le paradoxe qui en résulte. Et c'est un paradoxe qui est au cœur même de la mécanique quantique. L'expérience de la double fente de Young prouve que la lumière est une onde. L'effet photoélectrique prouve que la lumière est une particule. Comment la lumière peut-elle être les deux à la fois? La réponse est l'un des concepts les plus étranges et les plus profonds de toute la physique, la dualité onde-particule. La lumière n'est ni purement une onde, ni purement une particule. Elle est quelque chose d'entièrement nouveau, quelque chose qui n'a pas d'équivalent dans notre expérience quotidienne. Selon la façon dont on l'observe, selon l'expérience qu'on réalise, la lumière se manifeste tantôt comme une onde, tantôt comme une particule. Et ce n'est pas seulement la lumière qui possède cette dualité. Toute la matière, toutes les particules, tous les objets de l'univers possèdent cette double nature. Les électrons, les protons, les atomes, et même en principe les objets macroscopiques comme les balles de tennis et les planètes, bien que pour ces derniers, les effets ondulatoires soient si infimes qu'ils sont totalement indétectables. Cette dualité onde-particule est l'un des piliers fondamentaux de la mécanique quantique et c'est un concept que nous devons garder à l'esprit tout au long de notre exploration de la production de paires. Maintenant, concentrons-nous sur le photon en tant que particule, car c'est sous cette forme qu'il participe à la production de paires. Un photon est un quantum d'énergie électromagnétique. C'est la plus petite quantité possible de lumière d'une fréquence donnée. Et le photon possède plusieurs propriétés remarquables qui le distinguent de toutes les autres particules. Premièrement, le photon n'a pas de masse au repos. Sa masse au repos est exactement 0. Cela signifie que le photon ne peut jamais être au repos. Il voyage toujours à la vitesse de la lumière, c'est-à-dire à environ 300 millions de mètres par seconde, ou plus précisément 299 792 458 mètres par seconde. C'est la vitesse maximale permise par les lois de la physique, la limite de vitesse cosmique ultime. Aucun objet possédant une masse ne peut atteindre cette vitesse, mais le photon, n'ayant pas de masse, voyage toujours exactement à cette vitesse, ni plus vite, ni plus lentement. Deuxièmement, malgré son absence de masse, le photon possède de l'énergie et de la quantité de mouvement. Cela peut sembler contradictoire si l'on pense en termes de physique classique, où la quantité de mouvement est définie comme la masse multipliée par la vitesse. Si la masse est 0, la quantité de mouvement devrait être 0 aussi. Mais en relativité restreinte, les choses sont différentes. Einstein a montré que la relation entre l'énergie, donc la quantité de mouvement, et la masse d'une particule est donnée par l'équation E au carré égale P au carré fois C au carré plus M0 au carré fois C puissance 4, où E est l'énergie totale, P est la quantité de mouvement, M0 est la masse au repos et C est la vitesse de la lumière. Pour un photon, dont la masse au repos est 0, cette équation se simplifie en E égale P fois C
ce qui signifie que la quantité de mouvement du photon est P égale E divisé par C, que le photon a donc bien une quantité de mouvement, même sans masse. Et cette quantité de mouvement a des conséquences observables. La pression de radiation, par exemple, est la force exercée par les photons lorsqu'ils frappent une surface, et cette force est mesurable. Les voiles solaires, qui sont des dispositifs spatiaux propulsés par la pression des photons du Soleil, exploitent directement cette propriété. Troisièmement, le photon possède un spin, c'est-à-dire un moment cinétique intrinsèque. Le spin du photon est égal à 1, en unité de h-bar, la constante de Planck réduite. Cela fait du photon un boson, c'est-à-dire une particule dont le spin est un nombre entier. Les bosons obéissent à la statistique de Bose-Einstein et ont la propriété remarquable de pouvoir occuper le même état quantique en nombre arbitraire. C'est cette propriété qui permet l'existence des lasers où des milliards de photons occupent exactement le même état quantique, produisant une lumière cohérente d'une pureté spectaculaire. Quatrièmement, les photons existent dans une vaste gamme d'énergie correspondant aux différentes régions du spectre électromagnétique. Les photons de plus basse énergie sont les ondes radio, avec des fréquences de quelques hertz à quelques centaines de mégahertz et des longueurs d'onde de plusieurs kilomètres à quelques mètres. Viennent ensuite les micro-ondes. Allez, les infrarouges, la lumière visible que nos yeux peuvent détecter, les ultraviolets, les rayons X, et enfin, au sommet du spectre en termes d'énergie, les rayons gamma. Les rayons gamma sont les photons les plus énergétiques de l'univers. Ils ont des fréquences supérieures à 10 puissance 19 Hz et des longueurs d'onde inférieures à 10 puissance moins 12 mètres, plus petites qu'un atome. Et c'est précisément ce type de photon, le rayon gamma, qui est nécessaire pour la production de paires. Un photon de lumière visible avec une énergie typique de 2 à 3 électronvolts est bien trop faible. Pour créer une paire électron-positron, il faut un photon d'au moins 1 022 000 électronvolts, soit environ 500 000 fois plus d'énergie qu'un photon de lumière visible. C'est une quantité d'énergie considérable à l'échelle d'un seul photon. Mais c'est exactement ce que les rayons gamma fournissent. Et maintenant, nous arrivons à ce qui est peut-être l'équation la plus célèbre de toute la physique, celle qui est au cœur même de la production de paires. Cette équation, vous la connaissez sans doute déjà, même si vous n'êtes pas physicien. Elle est imprimée sur des t-shirts, gravée sur des tasses à café, tatouée sur des bras et citée dans d'innombrables films et livres. C'est E égale mc au carré. 5 symboles qui ont changé le monde. Ces 5 symboles qui ont révélé l'une des vérités les plus profondes et les plus surprenantes sur la nature de l'univers. Mais que signifie réellement cette équation? Et pourquoi est-elle si cruciale pour comprendre la production de paires? En 1905, la même année miracle, où il expliqua l'effet photoélectrique et publia sa théorie de la relativité restreinte, Albert Einstein dériva une conséquence extraordinaire de ses travaux sur la relativité. Il montra que la masse et l'énergie ne sont pas deux choses séparées et distinctes, comme on l'avait toujours cru, mais qu'elles sont deux manifestations différentes de la même réalité fondamentale. La masse est une forme d'énergie, et l'énergie peut se manifester sous forme de masse.
E égale mc au carré est l'expression mathématique de cette équivalence. E représente l'énergie, m représente la masse, et c au carré est le facteur de conversion entre les deux, c étant la vitesse de la lumière. Et c'est ce facteur de conversion qui rend cette équation si extraordinaire. La vitesse de la lumière est un nombre immense, environ 300 millions de mètres par seconde. Son carré est donc un nombre astronomique, 9 fois 10 puissance 16 mètres carrés par seconde au carré. Cela signifie qu'une quantité infime de masse correspond à une quantité gigantesque d'énergie. Pour illustrer cela, considérons un exemple concret. Prenez un kilogramme de matière, n'importe quelle matière, et d'une pierre, un morceau de bois, un verre d'eau. L'énergie contenue dans cette masse, selon l'équation d'Einstein, est E égale 1 kg multiplié par 9 fois 10 puissance 16, ce qui donne 9 fois 10 puissance 16 joules. C'est 90 pétajoules. C'est approximativement l'énergie libérée par l'explosion de 20 mégatonnes de TNT. C'est plus que la plus grande bombe nucléaire jamais testée par les États-Unis. Et cette énergie est contenue dans un simple kilogramme de matière ordinaire. Maintenant, inversez le raisonnement. Si vous voulez créer un kilogramme de matière à partir de rien d'autre que de l'énergie, vous devez fournir cette même quantité phénoménale d'énergie. C'est pourquoi créer de la matière à partir de l'énergie est si extraordinaire et nécessite des conditions si extrêmes. Mais ce qui est véritablement révolutionnaire dans l'équation d'Einstein, ce n'est pas seulement que la masse contient de l'énergie, c'est que la conversion fonctionne dans les deux sens. La plupart des gens connaissent la direction masse vers énergie. C'est le principe des bombes nucléaires et des centrales nucléaires, où une fraction de la masse des atomes d'uranium ou de plutonium est convertie en énergie lors de la fission nucléaire. C'est aussi le principe qui fait briller le Soleil et toutes les étoiles. Où la fusion nucléaire de l'hydrogène en hélium convertit une petite fraction de masse en une énorme quantité d'énergie lumineuse et thermique. Mais la direction inverse, énergie vers masse, est tout aussi réelle et tout aussi fondamentale. Et c'est exactement ce que fait la production de paires. La production de paires est la conversion directe de l'énergie d'un photon en masse, d'un électron et d'un positron. C'est E égale mc au carré lu à l'envers. Et c'est la nature qui prend de la lumière pure et en fait de la matière solide. Calculons maintenant le budget énergétique nécessaire pour cette transformation. L'électron a une masse au repos de 9,9 fois 10 puissance moins 30 et 1 kg. L'énergie correspondant à cette masse, selon E égale mc au carré, est de 8,187 fois 10 puissance moins 14 joules, soit environ 0,511 million d'électronvolts, ou 0,511 mégaélectronvolts. Le positron, étant l'antiparticule de l'électron, a exactement la même masse et donc la même énergie au repos, 0,511 mégaélectronvolts. Pour créer une paire électron-positron, il faut donc fournir au minimum la somme de ces deux énergies au repos, c'est-à-dire 2 fois 0,511 mégaélectronvolts, soit 1,022 mégaélectronvolts. C'est l'énergie seuil de la production de paires. Le photon doit avoir au moins cette énergie pour que la transformation soit possible. Si le photon a exactement cette énergie,
l'électron et le positron sont créés au repos, sans énergie cinétique. Si le photon a une énergie supérieure au seuil, l'excédent d'énergie se transforme en énergie cinétique des particules créées, c'est-à-dire en mouvement. Plus le photon est énergétique, plus l'électron et le positron sont créés avec une grande vitesse. Pour mettre ces chiffres en perspective, comparons l'énergie nécessaire avec celle des photons que nous rencontrons dans la vie quotidienne. Un photon de lumière rouge a une énergie d'environ 1,8 électronvolts. Un photon de lumière violette a une énergie d'environ 3,1 électronvolts. Un photon de rayon X utilisé en radiographie médicale a une énergie typique de quelques dizaines à quelques centaines de milliers d'électronvolts. Et un photon gamma nécessaire pour la production de paires doit avoir au moins 1,022 000 électronvolts, soit plus d'1 million de fois l'énergie d'un photon de lumière visible. C'est une énergie considérable, concentrée dans une seule particule. Et c'est pourquoi la production de paires ne se produit qu'avec les photons les plus énergétiques de l'univers. Maintenant que nous comprenons la lumière et l'équivalence masse-énergie, il est temps de faire connaissance avec les acteurs principaux de notre drame cosmique, l'électron, le positron et le monde fascinant de l'antimatière. Et pour cela, nous devons remonter le temps jusqu'à la fin du XIXe siècle, à l'époque où l'électron lui-même n'était pas encore connu. L'histoire de l'électron commence en 1897 dans le laboratoire Cavendish de l'université de Cambridge, en Angleterre. Le physicien britannique Joseph John Thomson, universellement connu sous le nom de G. Thomson, réalisait des expériences sur les rayons cathodiques, ces mystérieux faisceaux luminescents qui apparaissaient quand on faisait passer un courant électrique à travers un tube de verre vidé de son air. Thomson découvrit que ces rayons étaient constitués de particules chargées négativement et il réussit à mesurer le rapport de leur charge à leur masse. Il trouva que ces particules étaient extrêmement légères, aux environ 2000 fois plus légères que l'atome d'hydrogène, le plus léger de tous les atomes. Thomson venait de découvrir la première particule subatomique de l'histoire, celle que nous appelons aujourd'hui l'électron. Cette découverte fut révolutionnaire, car elle montrait que l'atome, que l'on croyait indivisible depuis les Grecs anciens, comme son nom l'indique, atomos signifiant insécable en grec, contenait en réalité des constituants plus petits. L'atome avait une structure interne. Thomson reçut le prix Nobel de physique en 1906 pour cette découverte. Au cours des décennies suivantes, les propriétés de l'électron furent mesurées avec une précision toujours croissante. Sa masse est de 9,1093837 un 5 fois 10 puissance moins 30 et 1 kg. Sa charge électrique est de moins 1,60217663 4 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Son spin est de 1,5 en unité de h-bar, ce qui fait de l'électron un fermion, c'est-à-dire une particule obéissant au principe d'exclusion de Pauli, selon lequel deux fermions identiques ne peuvent pas occuper le même état quantique. Ce principe est à la base de toute la chimie et de la structure de la matière telle que nous la connaissons. C'est parce que les électrons ne peuvent pas tous occuper le même état quantique qu'ils s'organisent en couches autour du noyau atomique, donnant naissance aux propriétés chimiques des éléments, au tableau périodique, aux liaisons chimiques, aux molécules, aux cristaux, aux cellules vivantes et finalement à nous-mêmes.
L'électron est, autant que nous le sachions, une particule fondamentale, c'est-à-dire une particule sans structure interne. Contrairement aux protons et aux neutrons qui sont composés de quarks, l'électron n'est composé de rien d'autre que de lui-même. Il n'a pas de taille mesurable. Mais toutes les expériences réalisées jusqu'à présent lui attribuent un rayon inférieur à 10 puissance moins 22 mètres, soit 1/10000000e du rayon d'un proton. L'électron est, pour autant que nous puissions le mesurer, un point mathématique doté de masse, de charge et de spin. Et pourtant, cette particule ponctuelle est à la base de toute la chimie, de toute l'électricité, de toute l'électronique, de toute la biologie, de toute la technologie moderne. Sans l'électron, rien de ce que nous voyons, touchons ou utilisons n'existerait. Mais voici maintenant la partie vraiment extraordinaire de notre histoire. En 1928, un jeune physicien britannique, Paul Adrien Maurice Dirac, alors âgé de seulement 25 ans, s'attaqua à un problème fondamental de la physique théorique. La mécanique quantique, telle qu'elle avait été formulée par Schrödinger et Heisenberg quelques années plus tôt, n'était pas compatible avec la relativité restreinte d'Einstein. L'équation de Schrödinger, qui décrit le comportement quantique des particules, ne tenait pas compte des effets relativistes, c'est-à-dire des effets liés au fait que les particules peuvent se déplacer à des vitesses proches de celles de la lumière. Pour les électrons dans les atomes légers, ce n'était pas un problème grave, car les vitesses en jeu étaient suffisamment faibles pour que les effets relativistes soient négligeables. Mais pour les électrons des atomes lourds, ou pour les particules de haute énergie, une théorie quantique relativiste était indispensable. Dirac cherchait donc une équation qui décrirait le comportement de l'électron de manière cohérente avec les principes de la relativité restreinte et de la mécanique quantique. Et il la trouva. L'équation de Dirac, publiée en 1928, est l'une des plus belles et des plus profondes équations de toute la physique. Elle s'écrit de manière compacte comme parenthèse IH bar gamma mu partiel mu moins m c fermez la parenthèse psi égale 0 où psi est la fonction d'onde de l'électron. Les gamma mu sont des matrices 4 par 4 appelées matrices de Dirac et les autres symboles ont leur signification habituelle. Cette équation peut paraître abstraite, mais elle contient en elle une richesse de physique absolument stupéfiante. Non seulement elle décrit correctement le comportement de l'électron, y compris son spin et son moment magnétique, avec une précision extraordinaire, mais elle prédit quelque chose d'entièrement inattendu. En résolvant son équation, Dirac découvrit qu'elle admettait 2 types de solutions. Le premier type correspondait aux électrons normaux, avec une énergie positive. Mais le deuxième type correspondait à des états d'énergie négative, des électrons avec une énergie négative. Que pouvait bien signifier une énergie négative? Physiquement, cela n'avait aucun sens apparent. Un électron d'énergie négative serait une absurdité dans le cadre de la physique classique. La réaction naturelle aurait été de rejeter ces solutions comme non physiques, comme des artefacts mathématiques sans signification réelle. Mais Dirac ne fit pas cela. Il prit ces solutions au sérieux. Et c'est cette audace intellectuelle qui le conduisit à l'une des prédictions les plus extraordinaires de l'histoire des sciences. Dirac proposa d'abord ce qu'on appelle aujourd'hui la mer de Dirac, ou le si de Dirac.
Selon cette interprétation, tous les états d'énergie négative sont déjà occupés par des électrons. L'espace vide n'est pas vraiment vide, il est rempli d'une mer infinie d'électrons d'énergie négative, invisibles car uniformément répartis. Cette mer est indétectable dans des conditions normales, tout comme un poisson dans l'océan ne perçoit pas l'eau qui l'entoure. Non, mais si l'on fournit suffisamment d'énergie, on peut arracher un de ces électrons de la mer d'énergie négative et le promouvoir à un état d'énergie positive. L'électron promu devient un électron ordinaire, observable. Et le trou qu'il laisse dans la mer d'énergie négative se comporte exactement comme une particule de charge positive et de même masse que l'électron. Ce trou, c'est le positron. Au départ, Dirac espérait que ces trous pourraient correspondre aux protons, que les seules particules positives connues à l'époque. Mais les protons sont environ 2000 fois plus lourds que les électrons, et les mathématiques exigeaient que le trou ait exactement la même masse que l'électron. Dirac fut donc contraint d'accepter la conclusion inévitable. Les mathématiques prédisaient l'existence d'une particule entièrement nouvelle, jamais observée auparavant, identique à l'électron en tout point, sauf pour sa charge électrique qui serait positive au lieu de négative. Et Dirac publia cette prédiction audacieuse, et le monde de la physique attendit. L'attente ne dura pas longtemps. En 1932, le physicien américain Carl David Anderson, travaillant au California Institute of Technology, étudiait les rayons cosmiques à l'aide d'une chambre à brouillard placée dans un champ magnétique puissant. Une chambre à brouillard est un dispositif rempli d'air saturé, de vapeur d'eau ou d'alcool. Quand une particule chargée traverse la chambre, elle ionise les molécules de gaz sur son passage, et ces ions servent de noyau de condensation pour des gouttelettes de vapeur, créant une trace visible, comme la traînée de condensation d'un avion dans le ciel. Le champ magnétique courbe les trajectoires des particules chargées. Les particules positives sont courbées dans un sens, les particules négatives dans l'autre, et le rayon de courbure dépend de la quantité de mouvement de la particule. Et en mesurant la direction et le rayon de courbure de la trace, on peut déterminer le signe de la charge et l'énergie de la particule. Anderson observa sur ces photographies des traces qui avaient la même courbure qu'un électron, mais dans la direction opposée, indiquant une charge positive. Et la courbure était trop prononcée pour un proton, qui aurait eu une trace beaucoup plus droite en raison de sa masse plus grande. Pour s'assurer de l'identité de cette mystérieuse particule, Anderson plaça une plaque de plomb au milieu de sa chambre à brouillard. En traversant le plomb, la particule perdait de l'énergie et sa trace devenait plus courbée après le plomb qu'avant. Cela permettait de déterminer dans quel sens la particule se déplaçait. Toutes les mesures convergeaient vers la même conclusion. La particule avait la masse de l'électron mais une charge positive. C'était le positron, l'antiparticule de l'électron, exactement comme Dirac l'avait prédit 4 ans plus tôt. Guy Anderson reçut le prix Nobel de physique en 1936 pour cette découverte, et Dirac avait déjà reçu le sien en 1933 pour ses contributions à la théorie quantique. La découverte du positron fut un moment charnière dans l'histoire de la physique. Pour la première fois, une particule fondamentale avait été prédite théoriquement avant d'être observée expérimentalement. Les mathématiques avaient révélé
une vérité sur la nature que personne n'avait soupçonnée. Et cette découverte ouvrait la porte à un concept entièrement nouveau et profondément troublant, l'antimatière. L'antimatière est l'un des concepts les plus fascinants et les plus contre-intuitifs de toute la physique. Chaque particule de matière a une antiparticule correspondante, une sorte de jumelle maléfique, si vous voulez, qui possède exactement les mêmes propriétés, sauf pour certaines charges qui sont inversées. L'électron a le positron, le proton a l'antiproton, le neutron a l'antineutron, le quark-up a l'antiquark-up, le neutrino à l'antineutrino, et ainsi de suite pour toutes les particules connues. Quand une particule rencontre son antiparticule, les deux s'annihilent mutuellement dans un éclair d'énergie pure, se transformant en photons. C'est le processus inverse de la production de paires. Au lieu de créer de la matière à partir de lumière, on convertit de la matière en lumière. Et l'énergie libérée lors de cette annihilation est colossale, car c'est la totalité de la masse des deux particules qui est convertie en énergie selon E égale mc au carré. Si vous pouviez réunir 1 kg de matière et 1 kg d'antimatière, l'annihilation libérerait une énergie de 180 pétajoules, soit l'équivalent d'environ 43 mégatonnes de TNT. C'est plus que toutes les bombes nucléaires jamais testées sur Terre réunies. L'existence de l'antimatière soulève immédiatement l'une des questions les plus profondes et les plus troublantes de toute la cosmologie. Pourquoi l'univers est-il fait principalement de matière? Si les processus fondamentaux de la physique, comme la production de paires, créent toujours de la matière et de l'antimatière en quantité exactement égale, alors au début de l'univers, après le Big Bang, des quantités égales de matière et d'antimatière auraient dû être créées. Et si ces quantités étaient exactement égales, toute la matière et toute l'antimatière auraient dû s'annihiler mutuellement, ne laissant derrière elles rien d'autre qu'un océan de photons. L'univers ne devrait contenir ni étoiles, ni planètes, ni galaxies, ni êtres vivants. Et pourtant, nous sommes là. L'univers est manifestement fait de matière. Où est passée l'antimatière? C'est le problème de l'asymétrie baryonique, et c'est l'un des plus grands mystères non résolus de la physique moderne. Et nous y reviendrons plus tard, car il est intimement lié à la production de paires et à notre compréhension de l'origine de l'univers. Pour l'instant, notons simplement que l'antimatière n'est pas de la science-fiction. Elle est produite quotidiennement dans les accélérateurs de particules et les hôpitaux. Elle est observée dans les rayons cosmiques. Elle existe dans les jets de matière émis par les trous noirs et les étoiles à neutrons. Et comme nous l'avons mentionné, et elle est même produite lors des orages terrestres. L'antimatière est une réalité physique aussi solide et bien établie que la matière ordinaire. Avant de poursuivre, prenons un moment pour apprécier l'extraordinaire beauté et la puissance prédictive de l'équation de Dirac. Cette équation, née du désir de concilier deux théories apparemment incompatibles, la mécanique quantique et la relativité restreinte, a non seulement fourni une description parfaite de l'électron, mais elle a aussi prédit l'existence d'une nouvelle forme de matière que personne n'avait imaginée. C'est l'un des exemples les plus frappants de ce que le physicien Eugene Wigner appelait l'efficacité déraisonnable des mathématiques dans les sciences naturelles.
les mathématiques ne sont pas seulement un outil commode pour décrire la nature. Elles semblent parfois en savoir plus sur la nature que nous-mêmes. Quand les mathématiques nous disent que quelque chose doit exister, il vaut la peine de les prendre au sérieux. L'interprétation de la mer de Dirac, bien qu'historiquement importante, a été remplacée dans la physique moderne par une interprétation plus élégante due à Richard Feynman. Selon l'interprétation de Feynman, un positron peut être considéré comme un électron se déplaçant en arrière dans le temps. C'est une idée qui semble absurde à première vue, mais elle est mathématiquement cohérente et conduit au même résultat physique que l'interprétation de Dirac. Dans les diagrammes de Feynman, qui sont des représentations graphiques des processus physiques en théorie quantique des champs, un positron est représenté par une ligne d'électrons dont la flèche pointe vers le passé au lieu du futur. Cette interprétation simplifie considérablement les calculs et a été l'un des piliers de l'électrodynamique quantique, la théorie quantique de l'interaction électromagnétique, qui est la théorie physique la plus précise jamais construite. Maintenant que nous avons rencontré tous les acteurs de notre drame, le photon porteur d'énergie, l'électron de matière, le positron d'antimatière et l'équation qui les relie tous, E égale mc au carré, nous sommes prêts pour l'événement principal. Nous sommes prêts à plonger au cœur même de la production de paires. Et la production de paires est le processus par lequel un photon de haute énergie, en passant à proximité d'un noyau atomique, se transforme en une paire électron-positron. Le photon disparaît, son énergie est convertie en masse et en énergie cinétique des deux particules créées. C'est un processus fondamental de l'électrodynamique quantique, la théorie qui décrit l'interaction entre la lumière et la matière au niveau le plus fondamental. Et c'est l'une des démonstrations les plus directes et les plus spectaculaires de l'équivalence masse-énergie d'Einstein. Ce processus peut être représenté par l'équation symbolique suivante. Gamma plus noyau donne électron plus positron plus noyau en recul. Où gamma représente le photon de rayon gamma. Le noyau est présent à la fois dans l'état initial et dans l'état final. Il n'est pas consommé dans le processus. Il sert simplement de spectateur qui absorbe une partie de la quantité de mouvement. Nous allons voir pourquoi cette présence du noyau est absolument indispensable. L'observation expérimentale de la production de paires remonte à 1933, lorsque Patrick Blackett et Giuseppe Occhialini, travaillant au laboratoire Cavendish de Cambridge, obtinrent les premières photographies claires de paires électrons-positrons créées par des rayons cosmiques dans une chambre à brouillard déclenchée par des compteurs Geiger. Leurs photographies montraient des paires de traces partant du même point, courbées dans des directions opposées par le champ magnétique, l'une correspondant à un électron et l'autre à un positron. C'était la preuve visuelle directe que des photons pouvaient créer de la matière et de l'antimatière. Lord Blackett reçut le prix Nobel de physique en 1948 pour ses contributions à la physique des rayons cosmiques, incluant cette observation historique. Mais comment ce processus fonctionne-t-il exactement? Pourquoi se produit-il? Et pourquoi nécessite-t-il la présence d'un noyau atomique? Pour répondre à ces questions, nous devons examiner les lois de conservation qui régissent tous les processus physiques de l'univers. Ces lois sont inviolables. Elles sont les règles du jeu de l'univers.
et aucun processus physique, aussi exotique soit-il, ne peut les enfreindre. Commençons par la question cruciale du seuil d'énergie. Pour créer une paire électron-positron, le photon doit fournir au minimum l'énergie correspondant à la masse, au repos des deux particules. L'énergie au repos de l'électron est ME fois C au carré, soit 0,511 MeV. L'énergie au repos du positron est identique, 0,511 MeV. Et l'énergie seuil totale est donc 2 fois 0,511 MeV, soit 1,022 MeV. Cela signifie que le photon doit avoir une énergie d'au moins 1,022 MeV. En dessous de cette énergie, la production de paires est tout simplement impossible, quelle que soit la situation. C'est une frontière absolue, imposée par la conservation de l'énergie et l'équivalence masse-énergie. Si le photon a une énergie exactement égale au seuil et que les deux particules sont créées au repos, sans énergie cinétique, toute l'énergie du photon est convertie en masse. Si le photon a une énergie supérieure au seuil, l'excédent d'énergie est converti en énergie cinétique des particules créées. Plus le photon est énergétique au-delà du seuil, plus l'électron et le positron sont créés avec une grande vitesse, et une petite fraction de l'énergie est transmise au noyau sous forme d'énergie cinétique de recul. Mais cette fraction est minuscule, car le noyau est extrêmement massif par rapport à l'électron et au positron. Et maintenant, arrivons à ce qui est peut-être l'aspect le plus subtil et le plus fascinant de la production de paires. La raison pour laquelle un noyau atomique est nécessaire. C'est une question que beaucoup de gens se posent lorsqu'ils découvrent la production de paires pour la première fois. Si un photon a suffisamment d'énergie pour créer la masse d'un électron et d'un positron, pourquoi ne peut-il pas simplement se transformer en ces deux particules dans le vide, sans rien d'autre autour? La réponse réside dans la conservation de la quantité de mouvement, et elle est d'une élégance mathématique remarquable. Imaginons qu'un photon tente de se convertir en une paire électron-positron dans le vide absolu, sans aucun autre objet à proximité. Plaçons-nous dans le référentiel du centre de masse de la paire créée. Dans ce référentiel, l'électron et le positron sont créés avec des quantités de mouvement égales et opposées. Leur quantité de mouvement total est donc 0. Mais dans ce même référentiel, le photon qui a créé la paire devrait aussi avoir une quantité de mouvement total de 0, puisque la quantité de mouvement doit être conservée. Or, un photon ne peut jamais avoir une quantité de mouvement nulle. Donc un photon voyage toujours à la vitesse de la lumière et possède toujours une quantité de mouvement P égale E divisé par C. Un photon à quantité de mouvement nulle aurait une énergie nulle, c'est-à-dire qu'il n'existerait pas. C'est une conséquence directe du fait que le photon n'a pas de masse au repos. Un objet massif peut être au repos avec une quantité de mouvement nulle tout en existant grâce à son énergie de masse. Mais un photon sans quantité de mouvement n'a tout simplement aucune énergie et n'existe pas. Cela crée une contradiction insoluble. Si nous exigeons à la fois la conservation de l'énergie et la conservation de la quantité de mouvement, nous constatons qu'il est mathématiquement impossible pour un photon unique de se convertir en une paire électron-positron dans le vide.
Les deux lois de conservation ne peuvent pas être satisfaites simultanément. C'est une preuve élégante et rigoureuse, et elle nous enseigne quelque chose de profond sur la nature de la physique. Les lois de conservation ne sont pas de simples règles comptables, elles imposent des contraintes réelles et puissantes sur ce qui peut et ne peut pas se produire dans l'univers. La solution à ce problème est la présence d'un troisième corps, typiquement un noyau atomique, qui absorbe l'excès de quantité de mouvement. Le noyau atomique est un objet massif et en tant que tel, il peut absorber de la quantité de mouvement sans absorber beaucoup d'énergie cinétique. C'est une conséquence de la relation entre la quantité de mouvement et l'énergie cinétique pour un objet massif. E cinétique égale P au carré divisé par 2, m. Si la masse m est très grande, une même quantité de mouvement P correspond à une énergie cinétique très faible. Le noyau d'un atome de plomb, par exemple, est environ 400 000 fois plus massif qu'un électron. Alors il peut donc absorber une quantité de mouvement substantielle tout en ne recevant qu'une quantité infime d'énergie cinétique. C'est comme lancer une balle de tennis contre un mur de béton. La balle rebondit et le mur ne bouge pratiquement pas, mais il absorbe toute la quantité de mouvement. En présence du noyau, les mathématiques fonctionnent. La conservation de l'énergie donne E du photon égale E de l'électron, plus du positron, plus T du noyau en recul. A ou T est l'énergie cinétique de recul du noyau, qui est minuscule. La conservation de la quantité de mouvement donne P du photon égale P de l'électron, plus P du positron, plus P du noyau. Le noyau absorbe exactement la bonne quantité de mouvement pour que le bilan soit équilibré. Et comme son énergie de recul est négligeable, pratiquement toute l'énergie du photon est disponible pour créer la paire et lui donner de l'énergie cinétique. C'est une solution d'une élégance remarquable. Mais il ne suffit pas que le noyau soit là passivement pour absorber la quantité de mouvement. Le mécanisme physique par lequel la production de paires se produit implique le champ électrique du noyau. Le noyau atomique, composé de protons chargés positivement, crée un champ électrique intense, le champ coulombien, qui s'étend dans l'espace autour de lui. Ce champ est extrêmement intense à proximité immédiate du noyau. C'est dans ce champ électrique que le photon se convertit en paire, électron-positron. Le champ sert d'intermédiaire, de catalyseur pour la transformation. Sans le champ, même avec un noyau pour absorber la quantité de mouvement, le processus ne pourrait pas se produire de manière quantique. Cela a une conséquence importante. La probabilité de production de paires dépend fortement du numéro atomique Z du noyau. Plus Z est grand, plus le noyau contient de protons, plus son champ électrique est intense et plus la probabilité de production de paires est élevée. Quantitativement, la section efficace de production de paires, c'est-à-dire la mesure de la probabilité du processus, est approximativement proportionnelle à Z au carré. Cela signifie que la production de paires est beaucoup plus probable dans les matériaux lourds comme le plomb, Z égale 82, ou le tungstène, Z égale 74, ou l'uranium, Z égale 92, que dans les matériaux légers comme l'hydrogène, Z égale 1, ou l'hélium, Z égale 2. C'est pourquoi les détecteurs de particules et les blindages contre les rayons gamma utilisent souvent des matériaux à Z élevés. Ils maximisent l'interaction des photons avec la matière par le biais de la production de paires. Examinons maintenant ce processus du point de vue de l'électrodynamique quantique.
QED pour Quantum Electrodynamics, la théorie fondamentale qui décrit toutes les interactions entre la lumière et la matière chargée. La QED est la première théorie quantique des champs à avoir été développée avec succès, et elle reste à ce jour la théorie physique la plus précise jamais construite. Ces prédictions ont été vérifiées expérimentalement avec une précision allant jusqu'à 10 chiffres significatifs, un exploit sans précédent dans l'histoire des sciences. Dans le langage de la QED, ou que la production de paires est décrite par des diagrammes de Feynman, du nom du physicien Richard Feynman qui les a inventés. Un diagramme de Feynman est une représentation graphique d'un processus physique où chaque ligne représente une particule et chaque point de jonction, appelé vertex, représente une interaction. Le diagramme de Feynman pour la production de paires montre un photon entrant qui se connecte à un vertex, produisant un électron et un positron, X avec un photon virtuel échangé entre la ligne d'électrons et le noyau. Le photon virtuel représente l'interaction coulombienne entre l'électron ou le positron et le noyau, c'est-à-dire le transfert de quantité de mouvement nécessaire pour que la conservation soit respectée. Il est important de comprendre le concept de particules virtuelles, car il est central en théorie quantique des champs. Une particule virtuelle est une particule qui apparaît dans les calculs intermédiaires d'un processus physique, mais qui n'est jamais directement observée. Elle ne satisfait pas la relation habituelle entre énergie et quantité de mouvement. Elle est hors couche de masse, comme disent les physiciens. Les particules virtuelles sont permises par le principe d'incertitude de Heisenberg, qui autorise de brèves violations apparentes de la conservation de l'énergie, à condition que la durée de la violation soit suffisamment courte. Plus précisément, selon le principe d'incertitude énergie-temps, delta E fois delta T est supérieur ou égal à h bar divisé par 2. Ce qui signifie qu'une violation d'énergie delta E peut exister pendant un temps delta T inférieur à h bar divisé par 2 delta E. Pour des violations très grandes, le temps est extrêmement court et la particule virtuelle existe pendant un instant infinitésimal. Malgré leur caractère éphémère et non observable directement, les particules virtuelles ont des effets physiques réels et mesurables, comme nous le verrons plus tard. Dans le diagramme de Feynman de la production de paires, on peut tracer le processus étape par étape. Le photon gamma entrant, représenté par une ligne ondulée, arrive dans le voisinage du noyau. Il interagit avec le champ coulombien du noyau par l'échange d'un photon virtuel, représenté par une autre ligne ondulée connectée au noyau. Au vertex principal, le photon gamma se convertit en un électron, représenté par une ligne avec une flèche pointant vers l'avant dans le temps, et un positron, représenté par une ligne avec une flèche pointant vers l'arrière dans le temps selon la convention de Feynman. L'électron ou le positron échange ensuite le photon virtuel avec le noyau, absorbant ou transférant la quantité de mouvement excédentaire. Le résultat final est un électron, un positron et un noyau en recul, tous réels et observables. Pour calculer la probabilité de ce processus, on utilise les règles de Feynman, un ensemble de prescriptions mathématiques qui associent à chaque élément du diagramme une expression algébrique. Le produit de toutes ces expressions donne l'amplitude de probabilité du processus et le carré de cette amplitude donne la probabilité proprement dite. Et les règles de Feynman pour la QED
associe un facteur de propagation à chaque ligne, propagateur, un facteur d'interaction à chaque vertex, qui inclut la charge de l'électron et les matrices de Dirac, et un facteur cinématique global lié à la conservation de l'énergie et de la quantité de mouvement. Le calcul complet de la section efficace de production de paires est techniquement exigeant, impliquant des intégrales sur les quantités de mouvement des particules finales et des traces de matrices de Dirac, mais le résultat a été obtenu pour la première fois par Hans Bethe et Walter Heitler en 1934 et il est connu sous le nom de formule de Bethe-Heitler. La formule de Bethe-Heitler exprime la section efficace différentielle de production de paires en fonction de l'énergie du photon, des énergies et des angles d'émission de l'électron et du positron, et du numéro atomique Z du noyau cible. La section efficace totale, obtenue en intégrant sur toutes les énergies et tous les angles possibles, dépend de manière complexe de l'énergie du photon, mais dans l'approximation de Born, qui est valide quand le numéro atomique Z n'est pas trop grand, elle est proportionnelle à Z au carré multiplié par alpha multiplié par RE au carré multiplié par une fonction de l'énergie du photon, où alpha est la constante de structure fine, environ 1 sur 137, RE est le rayon classique de l'électron, environ 2,8 fois 10 puissance moins 15 mètres, et la fonction de l'énergie varie logarithmiquement avec l'énergie du photon à haute énergie. La section efficace est nulle en dessous du seuil d'énergie de 1,022 mégélectronvolts. Juste au-dessus du seuil, elle croît rapidement avec l'énergie du photon. À des énergies beaucoup plus grandes que le seuil, elle croît logarithmiquement, ce qui signifie qu'elle augmente lentement, mais continuellement. À très haute énergie, un effet supplémentaire entre en jeu l'écrantage du champ nucléaire par les électrons atomiques. Les électrons des couches internes de l'atome réduisent partiellement le champ coulombien ressenti par le photon, diminuant légèrement la section efficace par rapport à la prédiction pour un noyau nu. Cet effet d'écrantage est particulièrement important pour les atomes lourds et les photons de très haute énergie. Il est instructif de comparer la production de paires avec les autres processus par lesquels un photon peut interagir avec la matière. Il existe 3 processus principaux: l'effet photoélectrique, la diffusion Compton et la production de paires. Chacun domine dans un régime d'énergie différent. À basse énergie, typiquement en dessous de 100 kV environ, l'effet photoélectrique domine. Dans ce processus, le photon est absorbé par un électron d'une couche interne de l'atome et l'électron est éjecté avec une énergie cinétique égale à l'énergie du photon, moins l'énergie de liaison de l'électron. La section efficace de l'effet photoélectrique décroît rapidement avec l'énergie du photon, approximativement comme E puissance moins 3,5 et augmente fortement avec Z, approximativement comme Z puissance 4 à 5. À des énergies intermédiaires, typiquement entre 100 kV et quelques mégélectronvolts, la diffusion Compton domine. Dans ce processus, le photon est diffusé par un électron, perdant une partie de son énergie dans la collision. La section efficace Compton décroît avec l'énergie du photon et est proportionnelle à Z, car elle dépend du nombre d'électrons par atome. À haute énergie, au-dessus de 1,022 mégélectronvolts, et surtout au-delà de quelques mégélectronvolts, la production de paires domine. Sa section efficace
croît avec l'énergie et est proportionnelle à Z au carré. La transition entre ces trois régimes dépend du numéro atomique Z du matériau. Pour les matériaux légers, la transition Compton vers production de paires se produit à des énergies plus élevées que pour les matériaux lourds. Revenons maintenant au processus lui-même et décrivons-le étape par étape, comme si nous pouvions observer la scène au ralenti, à une échelle subatomique. Imaginez un photon gamma accueille une minuscule particule de lumière d'une énergie de plusieurs mégaélectronvolts, voyageant à la vitesse de la lumière à travers la matière. Le photon s'approche d'un atome et pénètre dans le champ électrique intense qui entoure le noyau. Ce champ est colossal. À la surface d'un noyau de plomb, le champ électrique atteint environ 2 fois 10 puissance 21 volts par mètre, un champ des milliards de fois plus intense que tout ce que nous pouvons produire en laboratoire. Le photon, en pénétrant dans ce champ, interagit avec lui par l'intermédiaire de l'interaction électromagnétique. Et c'est alors que la magie opère. L'énergie du photon commence à se matérialiser. Le champ quantique de l'électron, omniprésent dans tout l'espace, est excité par l'énergie du photon. De manière imagée, on peut dire que le photon secoue le vide et 2 particules jaillissent du néant apparent. Un électron et un positron apparaissent, créés à partir de l'énergie pure du photon. Le photon, quant à lui, disparaît complètement. Il n'existe plus. Son énergie a été entièrement convertie en masse et en énergie cinétique des 2 particules créées. Le noyau atomique recule très légèrement, absorbant l'excédent de quantité de mouvement, mais sa position et sa vitesse sont à peine modifiées, tant sa masse est grande par rapport à celle des particules créées. L'électron et le positron s'éloignent du point de création, en emportant avec eux l'énergie du photon transformée en masse et en mouvement. Leurs trajectoires sont légèrement divergentes, mais à haute énergie, elles sont remarquablement proches de la direction du photon initial. L'angle d'ouverture typique entre les 2 trajectoires est de l'ordre de MEC au carré divisé par E du photon, qui est un angle très petit pour les photons de haute énergie. À 10 mégaélectronvolts par exemple, l'angle d'ouverture est d'environ 3 degrés. À 100 mégaélectronvolts, il est d'environ 0,3 degrés. Les 2 particules sont donc émises dans un cône très étroit, autour de la direction du photon incident. Vérifions maintenant que toutes les lois de conservation sont bien respectées dans ce processus, car c'est l'exigence simultanée de toutes ces lois qui rend la production de paires si spéciale et si contrainte. Premièrement, la conservation de l'énergie. L'énergie totale avant le processus est l'énergie du photon, plus l'énergie au repos du noyau, que nous pouvons négliger car le noyau ne change pratiquement pas d'état. L'énergie totale après le processus est l'énergie totale de l'électron, masse plus énergie cinétique, plus l'énergie totale du positron, masse plus énergie cinétique, plus l'énergie cinétique de recul du noyau. Prenons un exemple numérique concret. Supposons un photon gamma de 5 mégaélectronvolts frappant un noyau de plomb. L'énergie disponible pour créer la paire et lui donner de l'énergie cinétique est de 5 mégaélectronvolts. La masse de la paire consomme 1,022 mégaélectronvolts. Il reste donc 5 moins 1,022, soit 3,978 mégaélectronvolts d'énergie cinétique répartis entre l'électron, le positron et le noyau en recul.
l'énergie de recul du noyau est négligeable, quelques électronvolts au plus. Donc les 3,978 mégaélectronvolts sont partagés entre l'électron et le positron. La distribution exacte de cette énergie entre les deux particules dépend des détails quantiques du processus, mais en moyenne, elle est approximativement symétrique, chaque particule recevant environ 2 mégaélectronvolts d'énergie cinétique. Deuxièmement, la conservation de la quantité de mouvement. La quantité de mouvement du photon est P gamma égale E gamma divisé par C. Pour un photon de 5 mégaélectronvolts, cela donne 5 mégaélectronvolts divisé par C, soit environ 2,67 fois 10 puissance moins 20 et 1 kg mètre par seconde. Or, cette quantité de mouvement doit être égale à la somme vectorielle des quantités de mouvement de l'électron, du positron et du noyau. Les quantités de mouvement de l'électron et du positron dépendent de leurs énergies et de leur direction d'émission. Le noyau absorbe le vecteur résiduel, c'est-à-dire la différence entre la quantité de mouvement du photon et la somme vectorielle des quantités de mouvement de l'électron et du positron. C'est cette absorption par le noyau qui rend le processus possible. Troisièmement, la conservation de la charge électrique. Avant le processus, la charge totale est 0, le photon est neutre. Après le processus, la charge de l'électron est -1 en unité de charge élémentaire et la charge du positron est +1. Le total est -1 plus 1 égale 0. La charge est conservée. Le noyau ne change pas de charge dans ce processus. Quatrièmement, la conservation du nombre leptonique. Le nombre leptonique est un nombre quantique qui vaut +1 pour les leptons, comme l'électron, et -1 pour les antileptons, comme le positron. Le photon a un nombre leptonique de 0. L'électron crée un nombre leptonique de +1 et le positron a un nombre leptonique de -1. Le total est +1 - 1 égale 0, ce qui est bien le nombre leptonique initial. Mais c'est pour cette raison que la matière doit toujours être créée en paires particules-antiparticules pour conserver le nombre leptonique et le nombre baryonique dans le cas de paires quark-antiquark ou proton-antiproton. Cinquièmement, la conservation du moment cinétique ou spin. Le photon a un spin de 1. L'électron et le positron ont chacun un spin de 1,5. Le spin total de la paire peut être 0. Si les spins sont antiparallèles, formant un état singulet, ou 1. Si les spins sont parallèles ou alignés, formant un état triplet. L'état de spin 1 de la paire est compatible avec le spin 1 du photon. La distribution entre états singulets et triplets est déterminée par les détails du processus quantique, mais globalement, le moment cinétique est toujours conservé. Toutes ces lois de conservation sont satisfaites simultanément, et c'est cette exigence simultanée qui détermine les propriétés cinématiques du processus. L'énergie seuil, la nécessité d'un noyau, la distribution angulaire des particules et la répartition d'énergie entre elles. C'est un chef-d'œuvre d'architecture physique où chaque élément est contraint par des principes fondamentaux qui ne souffrent aucune exception. Et ces lois de conservation ne sont pas arbitraires. Elles sont des conséquences profondes des symétries de l'univers, comme l'a montré la mathématicienne Emmy Noether dans son célèbre théorème de 1918. Le théorème de Noether établit une correspondance directe entre les symétries continues d'un système physique et les lois de conservation.
La conservation de l'énergie résulte de l'invariance par translation dans le temps. Les lois de la physique sont les mêmes aujourd'hui qu'hier ou demain. Et la conservation de la quantité de mouvement résulte de l'invariance par translation dans l'espace. Les lois de la physique sont les mêmes ici ou là. La conservation du moment cinétique résulte de l'invariance par rotation. Les lois de la physique ne dépendent pas de l'orientation dans l'espace. Et la conservation de la charge électrique résulte d'une symétrie plus abstraite appelée symétrie de jauge U1, qui est la symétrie fondamentale de l'électromagnétisme. Or, ces lois de conservation ne sont donc pas de simples règles empiriques. Elles sont tissées dans la structure même de l'espace-temps et des forces fondamentales. Nous sommes maintenant à un point crucial de notre exploration. Et si vous avez suivi jusqu'ici, vous avez déjà une compréhension impressionnante de la production de paires. Mais le sujet est loin d'être épuisé. Or qu'il existe de nombreuses variantes et processus connexes qui enrichissent et approfondissent notre compréhension de la transformation de l'énergie en matière. Et si vous appréciez ce voyage à travers les mystères de la physique, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime » et de partager cette vidéo avec quelqu'un qui, comme vous, est fasciné par les secrets de l'univers. Et dites-moi dans les commentaires, quelle est la partie qui vous a le plus surpris jusqu'ici? Et la nécessité du noyau atomique? Le fait que le positron était prédit avant d'être découvert? Ou quelque chose d'autre entièrement? Parlons maintenant d'une variante fascinante de la production de paires, la production de triplets. À des énergies de photons suffisamment élevées, la production de paires peut se produire non seulement dans le champ d'un noyau atomique, mais aussi dans le champ d'un électron atomique. Dans ce cas, le processus s'écrit gamma plus électron donne électron plus positron. Le photon interagit avec un électron de l'atome cible et la paire est créée dans le champ de cet électron. On obtient 3 particules dans l'état final, 2 électrons et un positron, d'où le nom de production de triplets. Le seuil d'énergie pour la production de triplets est plus élevé que pour la production de paires ordinaires, car l'électron cible est beaucoup plus léger que le noyau et absorbe donc beaucoup plus d'énergie de recul. Le seuil est de 4 fois MEC au carré, soit environ 2,044 mégaélectronvolts, soit le double du seuil pour la production de paires dans le champ d'un noyau. La section efficace de la production de triplets est proportionnelle à Z et non à Z au carré, comme pour la production de paires nucléaires, et donc car elle dépend du nombre d'électrons dans l'atome plutôt que du carré de la charge nucléaire. Pour les matériaux légers, la production de triplets contribue de manière significative à la section efficace totale de création de paires. Une autre variante particulièrement intéressante est la production de paires internes ou production de paires nucléaires internes. Dans ce processus, un noyau excité, au lieu d'émettre un rayon gamma pour se désexciter, convertit directement son énergie d'excitation en une paire électron-positron. C'est un processus de conversion interne, analogue à la conversion interne classique, mais au lieu de transférer l'énergie à un électron atomique, le noyau crée une paire. Ce processus est particulièrement important pour les transitions nucléaires de type monopôle électrique, E0, pour lesquelles l'émission d'un seul photon est interdite par les règles de sélection du moment cinétique. Mais peut-être la variante la plus fascinante et la plus fondamentale de toutes est le processus de Breit-Wheeler, du nom des physiciens Gregory Breit et John Wheeler,
qui l'ont proposé théoriquement en 1934. Le processus de Breit-Wheeler est la création d'une paire électron-positron à partir de la collision de deux photons. Gamma plus gamma donne électron plus positron. C'est la forme la plus pure et la plus directe de la conversion de lumière en matière, car elle ne nécessite aucun noyau atomique. Les deux photons fournissent à la fois l'énergie et la quantité de mouvement nécessaires, et si leurs quantités de mouvement sont de directions appropriées, la conservation de la quantité de mouvement peut être satisfaite sans aucun corps tiers. Le processus de Breit-Wheeler est conceptuellement magnifique. Deux particules de lumière se heurtent et se transforment en deux particules de matière. Or, c'est l'essence même de l'idée que la lumière peut créer la matière. Mais il est aussi extraordinairement difficile à observer expérimentalement. La raison en est que la section efficace est extrêmement faible. La probabilité que deux photons interagissent est minuscule, car les photons sont électriquement neutres et n'interagissent pas directement entre eux au premier ordre en théorie classique. L'interaction photon-photon est un processus purement quantique qui ne se produit qu'au travers de fluctuations virtuelles du vide, et sa probabilité est supprimée par un facteur alpha au carré, où alpha est la constante de structure fine, environ 1 sur 137, ce qui la rend extrêmement rare. Pendant des décennies après la prédiction de Breit et Wheeler, personne ne réussit à observer ce processus en laboratoire. Ce n'est que très récemment que des preuves expérimentales convaincantes ont été obtenues. Au Relativistic Heavy Ion Collider, RHIC, du Brookhaven National Laboratory, aux États-Unis, l'expérience ESTAR a rapporté en 2021 des observations compatibles avec le processus de Breit-Wheeler. L'idée est ingénieuse. Lors de collisions ultra-périphériques d'ions lourds, comme des noyaux d'or, les noyaux ne se touchent pas directement mais passent à très grande vitesse l'un près de l'autre. Chaque noyau étant fortement chargé et se déplaçant à une vitesse proche de celle de la lumière, génère un champ électromagnétique intense qui peut être décrit comme un flux de photons virtuels. Quand deux de ces photons virtuels se rencontrent et ont suffisamment d'énergie combinée, ils peuvent produire une paire électron-positron via le processus de Breit-Wheeler. C'est essentiellement la collision de deux faisceaux de lumière quasi réels et les résultats sont remarquablement cohérents avec les prédictions théoriques. Il existe encore une autre variante fascinante, la production de paires multiphotoniques. Dans ce processus, ce n'est pas un seul photon de haute énergie qui crée la paire, mais la combinaison cohérente de plusieurs photons de plus basse énergie. Si n photons, chacun d'énergie E, sont absorbés simultanément, et si n fois E est supérieur ou égal à 1,022 mégaélectronvolts, alors la production de paires est possible. Ce processus est extrêmement improbable dans des conditions normales, car il nécessite que plusieurs photons interagissent simultanément au même point de l'espace. Mais dans les champs laser ultra intenses, où la densité de photons est astronomique, la probabilité de ces processus multiphotoniques augmente considérablement. La première observation expérimentale de la production de paires multiphotoniques a été réalisée en 1997 dans l'expérience E144 au Stanford Linear Accelerator Center, SLAC. Dans cette expérience historique, qui des électrons de haute énergie, 46,6 gigaélectronvolts, du linéaire de SLAC
était envoyé contre un faisceau laser ultra intense de photons verts, longueur d'onde de 527 nanomètres, énergie de 2,35 électronvolts par photon. Les électrons de haute énergie rétrodiffusaient les photons laser par diffusion Compton inverse, produisant des photons gamma de haute énergie. Ces photons gamma, toujours à l'intérieur du faisceau laser intense, interagissaient ensuite avec plusieurs photons laser simultanément pour produire des paires électrons-positrons. Le processus global nécessitait l'absorption de 5 photons laser pour créer une seule paire. C'était la première démonstration que la lumière pouvait se combiner pour créer de la matière, même quand chaque photon individuel avait une énergie des centaines de milliers de fois inférieure au seuil. Et la production de paires ne se limite pas aux électrons et aux positrons. Le même processus peut créer des paires de n'importe quelle particule-antiparticule, à condition que le photon ait suffisamment d'énergie. La production de paires de muons, gamma donne mu moins plus mu plus, nécessite une énergie seuil de 2 fois la masse du muon multipliée par C au carré, soit environ 211 mégaélectronvolts. Le muon est une particule identique à l'électron en tout point, sauf pour sa masse, qui est environ 207 fois plus grande. La production de paires de tauons, non gamma donne tau moins plus tau plus, nécessite une énergie seuil encore plus élevée, environ 3554 mégaélectronvolts, car le tauon est environ 17 fois plus lourd que le muon. La production de paires proton-antiproton, gamma donne P plus P bar, nécessite une énergie seuil d'environ 1876 mégaélectronvolts. Et à des énergies encore plus élevées, on peut créer des paires quark-antiquark qui se fragmentent immédiatement en jets de hadrons. Le principe est toujours le même. L'énergie du photon est convertie en masse et en énergie cinétique des particules créées, et toutes les lois de conservation doivent être respectées. La seule chose qui change est le seuil d'énergie, qui est déterminé par la masse des particules créées. Maintenant que nous avons exploré les différentes variantes de la production de paires, voyageons à travers l'univers pour découvrir où ce phénomène extraordinaire se produit. Car la production de paires n'est pas seulement un phénomène de laboratoire, c'est un processus cosmique fondamental qui joue un rôle crucial dans certains des environnements les plus extrêmes et les plus spectaculaires de l'univers. Commençons par les accélérateurs de particules, les cathédrales de la physique moderne. Au CERN, à Genève, le grand collisionneur de hadrons, le LHC, est la machine la plus grande et la plus puissante jamais construite par l'humanité. Dans cette machine, que des protons sont accélérés à des vitesses extrêmement proches de celles de la lumière, puis lancés les uns contre les autres dans des collisions d'une violence inimaginable. Lors de ces collisions, des quantités colossales d'énergie sont concentrées dans un volume infinitésimal et d'innombrables particules et antiparticules sont créées, incluant des paires électrons-positrons produites par la production de paires. En fait, c'est que la production de paires joue un rôle fondamental dans le fonctionnement des détecteurs du LHC comme Atlas et CMS. Ces détecteurs utilisent des calorimètres électromagnétiques, des dispositifs qui mesurent l'énergie des photons et des électrons en exploitant un phénomène intimement lié à la production de paires, les cascades électromagnétiques ou gerbes électromagnétiques. Voici comment une cascade électromagnétique fonctionne. Un photon de haute énergie entre dans le matériau dense du calorimètre.
typiquement du tungstate de plomb ou du cristal de germanate de bismuth. Le photon subit une production de paires, créant un électron et un positron. L'électron et le positron, étant des particules chargées de haute énergie traversant la matière, émettent à leur tour des photons par un processus appelé Bremsstrahlung ou rayonnement de freinage. Ce processus se produit quand une particule chargée est déviée par le champ électrique d'un noyau atomique, perdant de l'énergie sous forme de photons. Les photons de Bremsstrahlung, s'ils sont suffisamment énergétiques, subissent à leur tour une production de paires, créant de nouvelles paires électrons-positrons. Et ces nouveaux électrons et positrons émettent de nouveaux photons de Bremsstrahlung. Et ainsi de suite. C'est une réaction en chaîne, une cascade de plus en plus fournie de particules et de photons, chacun de plus en plus basse énergie, jusqu'à ce que l'énergie individuelle de chaque particule tombe en dessous du seuil de production de paires, 1,02 mégélectronvolts. À ce stade, la cascade s'arrête de croître et les particules restantes sont absorbées par ionisation du matériau. Le nombre total de particules dans la cascade est proportionnel à l'énergie du photon initial. Et c'est en mesurant ce nombre, ou la lumière de scintillation produite, que les physiciens déterminent l'énergie du photon d'origine. Ce mécanisme de cascade est d'une élégance remarquable. La production de paires et le Bremsstrahlung sont les deux processus jumeaux qui la font fonctionner, et ils sont intimement liés. Ce sont essentiellement les mêmes diagrammes de Feynman, l'un étant le croisement de l'autre. Ensemble, et ils transforment un unique photon de haute énergie en un essaim de milliers, voire de millions de particules de basse énergie, rendant l'énergie du photon original mesurable avec une grande précision. Quittons maintenant les laboratoires terrestres et tournons notre regard vers le ciel. Les rayons cosmiques, ces particules de haute énergie qui bombardent en permanence l'atmosphère terrestre depuis l'espace, sont une source abondante de production de paires. Ces particules cosmiques ont principalement des protons, des noyaux d'hélium et d'autres noyaux atomiques, ainsi que des photons gamma, proviennent de sources astrophysiques diverses, restes de supernovae, étoiles à neutrons, trous noirs, noyaux actifs de galaxies et d'autres phénomènes cosmiques énergétiques. Quand un rayon cosmique de haute énergie, un proton par exemple, entre dans l'atmosphère terrestre, il interagit avec les noyaux des atomes d'azote et d'oxygène de l'air, produisant une gerbe de particules secondaires. Parmi ces particules, on trouve de nombreux pions neutres qui se désintègrent presque instantanément en deux photons gamma. Ces photons gamma de haute énergie subissent à leur tour une production de paires en interagissant avec les noyaux de l'atmosphère, créant des électrons et des positrons. Et ces électrons et positrons émettent du Bremsstrahlung, dont les photons créent de nouvelles paires, et ainsi de suite. Et c'est le même mécanisme de cascade électromagnétique que dans les calorimètres des accélérateurs de particules, mais à une échelle gigantesque. Une gerbe cosmique étendue peut contenir des milliards de particules réparties sur une surface de plusieurs kilomètres carrés au niveau du sol. Et la production de paires est l'un des processus clés qui alimentent et façonnent ces gerbes. Des observatoires comme l'Observatoire Pierre-Auger en Argentine et le télescope Array dans l'Utah détectent ces gerbes cosmiques étendues et les utilisent pour étudier les rayons cosmiques de ultra haute énergie,
ceux dont l'énergie peut atteindre des centaines d'hexaélectronvolts, soit des centaines de millions de fois l'énergie des protons dans le LHC. J'ai la compréhension de la production de paires et des cascades électromagnétiques est essentielle pour interpréter les observations de ces expériences. Voyageons maintenant vers certains des objets les plus extraordinaires de l'univers. Les trous noirs et les étoiles à neutrons. Ces objets compacts sont les résidus de la mort des étoiles massives. Quand une étoile massive épuise son combustible nucléaire, elle s'effondre sous sa propre gravité. Si sa masse est suffisante, et l'effondrement produit soit une étoile à neutrons, un objet incroyablement dense d'environ 20 km de diamètre, mais contenant une masse supérieure à celle du Soleil, soit un trou noir, un objet si dense que même la lumière ne peut s'échapper de son attraction gravitationnelle. Ces objets sont entourés d'environnements d'une violence extrême, avec des températures, des densités et des champs magnétiques et gravitationnels qui dépassent tout ce que nous pouvons reproduire en laboratoire. Autour des trous noirs, en particulier ceux qui sont alimentés par un disque d'accrétion, c'est-à-dire un tourbillon de matière en spirale vers le trou noir, les températures et les énergies sont si élevées que les photons gamma sont produits en abondance. Le frottement dans le disque d'accrétion chauffe la matière à des centaines de millions de degrés, émettant des rayons X et des rayons gamma intenses. Dans les jets relativistes qui s'échappent perpendiculairement au disque d'accrétion, des particules sont accélérées à des vitesses très proches de celles de la lumière, émettant des photons encore plus énergétiques. Dans ces environnements, la production de paires est omniprésente. Les photons gamma créent des paires, électrons-positrons. Les positrons annihilent avec des électrons en produisant de nouveaux photons. Et un équilibre dynamique s'établit entre création et annihilation. Le résultat est un plasma de paires, un état de la matière composé d'électrons, de positrons et de photons en interaction constante. Les étoiles à neutrons, et en particulier les pulsars, sont des sources encore plus spectaculaires de production de paires. Un pulsar est une étoile à neutrons en rotation rapide, qui possède un champ magnétique extraordinairement intense, typiquement de l'ordre de 10 puissance 8 à 10 puissance 13 Tesla, à comparer avec le champ magnétique terrestre qui est d'environ 50 microtesla, soit 1 milliard de fois plus faible. Dans la magnétosphère d'un pulsar, les électrons sont accélérés le long des lignes de champ magnétique et émettent des photons gamma par rayonnement de courbure. Ces photons gamma, se propageant dans le champ magnétique intense, subissent un phénomène appelé production de paires magnétiques. Le champ magnétique lui-même joue le rôle du noyau atomique en absorbant la quantité de mouvement excédentaire. Un photon gamma traversant un champ magnétique suffisamment intense peut spontanément se convertir en une paire électron-positron. Ce processus est possible quand le champ magnétique est de l'ordre du champ critique de Schwinger, environ 4,4 fois 10 puissance 9 Tesla, et les champs magnétiques des pulsars et surtout des magnétars, un type spécial d'étoile à neutrons avec des champs magnétiques encore plus intenses, qui allant jusqu'à 10 puissance 11 Tesla, s'approche de cette valeur ou la dépasse. Dans la magnétosphère d'un pulsar, la production de paires engendre des cascades de paires. Un photon crée une paire. Les particules de la paire émettent de nouveaux photons par rayonnement de courbure ou synchrotrons. Ces photons créent de nouvelles paires
et ainsi de suite. Ces cascades peuplent la magnétosphère d'un plasma dense d'électrons et de positrons. Et c'est ce plasma qui est responsable de l'émission radio observée des pulsars. Sans la production de paires, les pulsars seraient muets. Ce phénomène que nous étudions dans nos laboratoires à petite échelle est le mécanisme fondamental qui permet à certains des objets les plus exotiques de l'univers de briller. Parlons maintenant des sursauts gamma, ou GRB pour Gamma Ray Bursts, les événements les plus violents de l'univers après le Big Bang lui-même. Un sursaut gamma est un flash de rayons gamma d'une durée allant de quelques millisecondes à quelques centaines de secondes, émettant en quelques secondes autant d'énergie que le Soleil en émettra au cours de toute sa durée de vie de 10 milliards d'années. Ces événements cataclysmiques sont associés soit à l'effondrement d'étoiles supermassives, sursaut long, soit à la fusion de deux étoiles à neutrons, sursaut court. Notez que la production de paires joue un rôle crucial dans la physique des sursauts gamma. L'émission de rayons gamma est si intense que les photons interagissent les uns avec les autres par le processus de Breit-Wheeler, créant des paires électrons-positrons en abondance. Cette production de paires crée une opacité aux rayons gamma. La boule de feu initiale du sursaut est si opaque aux photons qu'elle se comporte comme un gaz chaud en expansion. C'est le problème, dit, de la compacité. Qui contraint fortement les modèles théoriques des sursauts gamma. Pour que les photons gamma que nous observons puissent effectivement s'échapper de la source, la boule de feu doit s'être expansée à des vitesses relativistes, diluant les photons et réduisant l'opacité de production de paires. Voyageons encore plus loin dans le temps, jusqu'aux tout premiers instants de l'univers. Dans les premières secondes après le Big Bang, l'univers était incroyablement chaud et dense. Et la température dépassait 10 milliards de degrés Kelvin, ce qui correspond à une énergie thermique moyenne supérieure à 1 mégaélectronvolt par particule. À ces températures, les photons du bain thermique avaient des énergies suffisantes pour produire des paires électrons-positrons en permanence. Et les paires ainsi créées s'annihilaient tout aussi rapidement en photons. L'univers était rempli d'un plasma chaud de photons, d'électrons et de positrons en équilibre thermique. Les paires étaient constamment créées et détruites dans un ballet cosmique incessant de transformation entre énergie et matière. À mesure que l'univers s'est étendu et refroidi, les photons ont perdu de l'énergie et progressivement, de moins en moins de photons avaient suffisamment d'énergie pour produire des paires. Quand la température est tombée en dessous d'environ 5 milliards de degrés Kelvin, correspondant à une énergie thermique d'environ 1/2 mégaélectronvolt, la masse de l'électron, et la production de paires ne pouvait plus compenser l'annihilation. Les paires existantes continuaient à s'annihiler, mais de nouvelles paires n'étaient plus créées en quantité suffisante pour les remplacer. C'est l'époque de l'annihilation des paires, qui s'est produite environ une seconde après le Big Bang. Pratiquement tous les électrons et positrons se sont annihilés mutuellement, en produisant un déluge de photons qui constitue une partie de ce que nous observons aujourd'hui comme le fond diffus cosmologique. Mais voici le mystère. Si exactement autant d'électrons que de positrons avaient été créés, l'annihilation aurait dû être totale, ne laissant que des photons et aucune matière. Or, nous existons. L'univers contient de la matière.
Comment est-ce possible? La réponse c'est qu'il y avait une asymétrie minuscule mais cruciale. Pour chaque milliard de paires électrons-positrons qui s'annihilaient, il y avait un électron supplémentaire qui n'avait pas de partenaire positron pour s'annihiler. Cette asymétrie d'environ une partie par milliard est à l'origine de toute la matière de l'univers. Tous les atomes, toutes les étoiles, toutes les planètes, tous les êtres vivants sont issus de ce minuscule résidu d'un milliardième qui a survécu à la grande annihilation. Et nous ne savons toujours pas exactement comment cette asymétrie est apparue. C'est le problème de la baryogenèse, l'un des plus grands mystères non résolus de la cosmologie moderne. Nous y reviendrons bientôt.